C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, comme je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le gouvernement souminois vient de mettre en place un tout nouveau dispositif de soutien aux petites et moyennes entreprises et sous-traitants locaux dénommé Vunga à couverture. C'est un mécanisme destiné à faciliter l'accès au crédit, en particulier dans le secteur de la sous-traitance en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a donc ouvert une nouvelle ère en présidant la cérémonie des signatures de la convention unique par le parti concerné, à savoir l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARISP, les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, Raobank et Raosur. André Ikoma pour plus de précisions. Dans ce programme, le rôle de chaque acteur est bien défini. L'ARSP valide et certifie la conformité des sous-traitants congolais pour les intégrer dans les chaînes de valeur. Le FOGEC lève l'obstacle de l'accès au financement de PME grâce à un mécanisme de garantie. Raosur Assurance, pour sa part, prend en charge la couverture assurantielle du dispositif et la Raobank intervient à la fois comme un arrangeur et financeur. Elle mobilise en expertise et ses capacités de financement. Pour Gacho Kipoulou, responsable national secteur public et client étatique chez Raobank, cette complémentarité de partenariat concerné fait la force de Vunga. Parce qu'aujourd'hui, c'est les sous-traitants, c'est les petites et moyennes entreprises qui créent ce qu'on appelle l'écosystème de la classe moyenne. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment faire en sorte de tirer vers le haut cette classe moyenne et participer à sa consolidation. Dans son discours, la chef du gouvernement a rappelé que Vunga s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé la jeunesse, l'emploi, l'entrepreneuriat et la transformation économique au cœur de son action. Ce programme s'inscrit dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a placé la jeunesse, l'emploi, l'entrepreneuriat et la transformation économique au cœur de son action. Il vient compléter l'arsenal déjà mis en place, notamment à travers le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, qui vise à faire de la jeunesse un moteur de transformation économique de notre pays. Séance tenante, la première ministre a rappelé à l'assistance que la réussite du dit programme dépendra de quelques exigences. Les financements doivent aller aux entreprises éligibles, capables d'exécuter le marché conclu et de respecter leurs engagements. Les bénéficiaires doivent comprendre que l'accès au crédit est une opportunité, mais aussi un engagement. Vunga ne doit pas devenir un simple produit financier. Il doit devenir un outil de transformation économique, a souligné la chef du gouvernement. Et puis la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé le lundi à Kinshasa une réunion technique consacrée à l'évaluation de la riposte et à l'adaptation du plan d'intervention. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba, accompagné de membres de l'équipe des ripostes, dont le professeur Jean-Jacques Mouyembe, a présenté à la chef du gouvernement l'évolution de la situation ainsi que les nouvelles orientations envisagées pour renforcer la réponse sanitaire. Suivez. Au terme de cette évaluation, 3 axes majeurs ont été examinés. Le renforcement de mesures médicales en complément de celles de santé publique usuelles, la prise en charge salariale et l'amélioration de la communication auprès des communautés. Le ministre de la Santé a également évoqué les recherches en cours sur 2 vaccins spécifiques contre la souche Boudibou-Guillot ainsi que les recours à des antiviraux susceptibles d'être utilisés dans la prise en charge de malades ou dans certaines conditions de personnes fortement exposées au virus, à l'instar de prestataires de santé en première ligne. Nous avons établi un barème de prise en charge salariale pour les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans la riposte. Et ça, il fallait aussi valider ça avec la Première ministre pour que ça entre en vigueur, pour que je puisse maintenant faire un arrêté. Et donc, on a validé ça. Pour sa part, la première ministre a demandé à l'équipe de riposte de renforcer la qualité et la cohérence de la communication afin de lutter
contre l'infodémie, notamment les fausses informations et les rumeurs susceptibles de fragiliser l'adhésion de communautés aux mesures sanitaires. Face aux inquiétudes concernant une éventuelle propagation de l'épidémie vers la capitale, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant tout en appelant au renforcement de la vigilance. Nous avons montré jusqu'à présent qu'il y a 0 cas à Kinshasa. Ça veut dire que si nous continuons à renforcer les mesures, il y a beaucoup de chances que Ebola n'arrive pas à Kinshasa, mais il faut qu'on renforce sérieusement les mesures. Vous avez vu par exemple que pour les bateaux qui descendent sur le fleuve, nous avons maintenant à 65 km d'ici une position de santé qui bloque tous les navires qui descendent, tous les bateaux qui viennent, pour pouvoir contrôler tout le monde sur les bateaux. Après 3 mois de riposte, le gouvernement pilote donc une nouvelle approche en perspective d'adapter son dispositif à l'évaluation à l'épidémie tout en misant sur les mesures médicales, la protection des équipes de première ligne, la surveillance épidémiologique et une communication renforcée auprès de populations. Dans le reste de l'actualité, les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vendée a ordonné le lundi 17 août 2026 aux officiers de police judiciaire de rechercher activement les auteurs d'infractions commises sur les réseaux sociaux, insultes, propos calomnieux et autres dérapages, y compris ceux attribués à des journalistes, sont visés conformément au code du numérique. Récit de Benita Isiabo. En République démocratique du Congo, les réseaux sociaux sont devenus une véritable zone de non-droit depuis un certain temps. Les insultes, les propos jugés diffamatoires se multiplient quotidiennement. Acteurs politiques, personnalités publiques, mais aussi simples citoyens sont régulièrement pris pour cible dans des publications ou des vidéos devenues virales. Cette situation a conduit les autorités à considérer les plateformes numériques comme un espace où la régulation est devenue nécessaire. L'application stricte du code du numérique apparaît dès lors comme une réponse institutionnelle à ces dérives, avec pour objectif de restaurer un ordre public numérique. C'est dans ce cadre que Firmin Vendée a ordonné aux OPJ de se saisir d'office des faits susceptibles de constituer des infractions en ligne, ce pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité en RDC. Je vous invite à user de vos pouvoirs légaux, désormais, en vous saisissant d'office de tous les faits par rapport au code du numérique. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est un fléau qui est devenu trop viral, de privilégier aux besoins. Et dans tous les cas, le mode de la traduction de présumés auteurs en procédure de flagrance, en les amenant et les infracteurs et les procès-verbaux que vous aurez dû adresser devant le ministère public pour des poursuites appropriées et en procédure de flagrance. Cette traque qui s'étend au-delà des frontières nationales souligne la dimension transnationale de la cybercriminalité. Les autorités judiciaires entendent ainsi ne laisser aucun espace d'impunité aux auteurs des contenus illicites, quel que soit leur lieu de résidence. Pour rappel, de passage dans une chaîne de télé de la place, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, avait annoncé la fermeture de plus de 2000 comptes TikTok. Sachez également que la Caisse générale d'épargne du Congo va désormais assurer la paye de plus de 4000 fonctionnaires et agents de l'État en zone rurale et non bancarisée, récemment désignés comme opérateurs de paye en complément aux banques déjà engagées dans la bancarisation. En République démocratique du Congo, la CADECO prend désormais le relais dans les régions enclavées et non encore bancarisées pour mettre fin au calvaire des agents publics du Congo profond. Pour les comités de suivi de la paye, l'approche convenue est celle d'une attribution progressive des effectifs avec dans un premier temps un ciblage sur les effectifs actuellement pris en charge par les comptables publics en province et suivant l'opérationnalité des agences de la CADECO. Suivez. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de la première phase très déterminante de la mission qui nous a été confiée par les autorités de supervision. Sous la supervision de son Excellence Madame la Première ministre, suivant la vision qui a été clairement donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour améliorer continuellement les conditions dans lesquelles
les opérations de la paix doivent gérer et se dérouler. Nous sommes vraiment satisfaits parce que l'approche qui a été adoptée, c'était de cibler d'abord là où il y avait plus de problèmes, notamment en termes de paix, disons, faite manuelle. Donc aujourd'hui, la CADECO, avec la phase pilote qui sera lancée, on est vraiment convaincu que les fonctionnaires ou les agents publics de l'État qui sont concernés par ces territoires trouveront des réponses à beaucoup des difficultés qu'ils rencontrent actuellement. C'est une première d'intégrer la CADECO dans les réseaux des opérateurs de paix. Donc on a lancé la bancarisation, ça fait plus de 10 ans, et on était beaucoup plus habitués à travailler avec les banques commerciales, les banques classiques, ainsi que certaines institutions de microfinance. Avec la CADECO, qui est une institution financière de l'État, on a eu à passer en revue beaucoup de points. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait fait l'objet d'une descente qu'on avait effectuée il y a cela quelques semaines, au mois de juillet, pour que nous puissions palper du doigt, je dirais, la réalité du management actuel au niveau de la CADECO. Et c'est ce qui avait poussé à faire rapport aux autorités pour accélérer, je dirais, le processus d'intégration. Donc, il y a une très bonne dynamique actuellement au niveau de la CADECO, que nous, on va capitaliser au niveau du gouvernement, nous qui travaillons les leviers techniques du gouvernement, pour nous assurer que tout ce qu'on a vu comme en fait innovation, notamment au niveau de la CADECO, ira dans le sens d'améliorer de manière assez significative les conditions dans lesquelles la paix sera en fait exécutée. Je l'ai également évoqué au sommaire de ces journaux. En marge de la célébration du mois de la jeunesse, le secrétariat technique national chargé de la mise en œuvre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en collaboration avec la MONUSCO, organise à Kinshasa un atelier de formation destiné aux jeunes journalistes. Cette session porte sur les résolutions 2250 consacrées à la jeunesse, la paix et la sécurité et 1325 relatives aux femmes, à la paix et à la sécurité. L'initiative vise à renforcer les capacités des professionnels de médias afin de mieux traiter et diffuser les questions liées à la participation de jeunes et de femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Jocelyne Mouteba et Djoumanana pour ces reportages. Les jeunes et les femmes ne doivent plus être présentés uniquement comme des victimes ou des personnes à protéger. C'est l'un des messages au cœur de cet atelier des formations destinées aux jeunes journalistes organisé par le secrétariat technique national des mises en œuvre de la résolution 2250 en collaboration avec la MONUSCO. Cette rencontre met en lumière le rôle que peuvent jouer les médias dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, intellectuels ou pas, nous sommes acteurs des changements, acteurs des paix d'une certaine manière et sans le savoir. Beaucoup de jeunes aujourd'hui nous avons rencontrés, ils connaissent ou ils mettent en œuvre les questions de résolution des conflits, mais sans savoir qu'ils sont en train d'accomplir une agenda quelconque. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans la vulgarisation, au-delà du plaidoyer, au-delà du travail du plaidoyer, il y a la vulgarisation qui reste également contenue. Ces assises reposent sur 5 axes: participation, protection, prévention, partenariat, ainsi que les désengagements et réintégration. Un agenda qui trouve un prolongement dans la résolution 1325 adoptée en 2000, consacrée à la participation des femmes au processus de paix et de sécurité. Ce que j'attends de cette formation en tant qu'initiatrice, bien sûr, c'est d'avoir des journalistes qui portent l'agenda jeunesse, paix et sécurité et qui nous participent dans la sensibilisation, dans le plaidoyer en rapport avec la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et c'est pourquoi il a fallu d'abord passer par cette formation pour que le journaliste lui-même comprenne c'est quoi l'agenda jeunesse, paix et sécurité, quels sont les enjeux autour de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et pourquoi il faut soutenir l'agenda jeunesse, paix et sécurité pour sa mise en œuvre. Pour les organisateurs, l'enjeu est donc de passer d'une simple visibilité médiatique à une participation effective. Donner la parole aux jeunes et aux femmes, valoriser leurs initiatives et créer des espaces, des débats peut contribuer à faire évoluer leur place dans le processus de paix et dans la vie citoyenne. L'atelier organisé en marge du mois de la jeunesse s'est poursuivi jusqu'à ce mercredi 19 août 2026 avec l'ambition de renforcer les capacités des journalistes à produire des contenus contribuant à la paix, à la cohésion sociale et à la participation citoyenne.
La jeunesse congolaise au cœur du développement du pays, c'est autour de cet enjeu majeur qu'une conférence a vécu ce mardi 18 août 2026 à Léon-Hôtel, mettant en lumière les opportunités offertes aux jeunes et les moyens de les transformer en véritables leviers des progrès. Cette rencontre s'est voulue participative avec une séance de questions-réponses en vue de passer au crible toutes les modalités pouvant faire de la classe juvénile congolaise le véritable acteur du développement. Témoin de l'événement, Divine Tiala. La jeunesse congolaise occupe une place essentielle dans la construction et le développement du pays. C'est dans cette perspective qu'une conférence consacrée au rôle de la jeunesse dans le développement du Congo a été organisée, offrant aux participants un espace d'échange, de réflexion et de partage d'expériences. Au cours de son intervention, les conférenciers a mis en lumière les nombreuses opportunités qui s'offrent aujourd'hui aux jeunes Congolais, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du numérique et de la création d'emplois. Il a également insisté sur la nécessité pour le jeune de développer leurs compétences, de faire preuve de créativité et de saisir les possibilités qui peuvent contribuer à leur autonomisation. Voilà, cette conférence est articulée autour des rôles de la jeunesse dans le développement de la RDC, où nous avons parlé de l'entrepreneuriat comme un élément facteur de développement. Nous avons parlé de la formation, nous avons parlé de la vision, et nous avons parlé aux jeunes d'abandonner les antivaleurs. Voilà, j'ai trouvé un public qui est très motivé, un public qui attend un résultat et un public qui a aussi vraiment soif de voir son pays se développer et surtout un peuple très joyeux. Chacun doit suivre son appel. Ce que tu ressens, c'est bon pour toi, c'est à cela que tu as appelé et tu dois le faire, mais faire avec beaucoup de sérieux et fidèlement. La conférence est poursuivie par la séance de questions-réponses. Les participants ont ainsi pu approfondir certaines idées abordées durant la conférence, partager leurs préoccupations et obtenir des éclaircissements sur le moyen concret dont dispose le jeune pour participer au développement de leur pays. Au terme de cette rencontre, les participants ont livré leurs impressions. Alors, la conférence a été vraiment quelque chose de nouvel parce que venir dans des conférences comme ça apporte des idées, des innovations en tant que jeune et c'est très important de participer à ce genre de programme. Aujourd'hui, on a parlé de l'innovation, on a parlé d'avoir des ambitions et pas seulement de rêver grand. Cette rencontre apparaît donc comme une initiative encourageante, susceptible de stimuler la réflexion, l'esprit d'initiative et l'engagement de jeunes Congolais. Autre chose dans ces journaux, quelques jours après sa nomination par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Manda Lupula, nouveau premier président de la Cour d'appel du Lualaba, a été reçu en audience par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Cette première rencontre a permis d'aborder le grand défi de la justice dans la province, notamment la question des infrastructures. Ensemble, le pouvoir judiciaire et l'exécutif provincial ont affiché la volonté commune de doter le Lualaba d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour sur le fait. Le nouveau visage de la justice lualabaise est désormais connu. Manda Lupula a été reçu lundi 17 août 2026 par la gouverneure de la province du Lualaba. Cette audience intervient quelques jours après la signature par le président de la République d'une série d'ordonnances portant nomination et affectation des magistrats. Dans cette série, Manda Lupula a été nommé premier président de la Cour d'appel du Lualaba sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Magistrat de carrière, il a servi pendant 6 ans comme conseiller puis président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, une expérience qu'il compte mettre au service du Lualaba. Au menu des essences, les infrastructures judiciaires, la gouverneure a informé son hôte que l'auditorat militaire est déjà en cours et que la cour d'appel du Lualaba sera construite très prochainement. En entendant ces grands travaux, une annonce concrète a été faite. Les bâtiments existants sera réfectionné très prochainement. Une promesse saluée par les nouveaux patrons de la cour d'appel du Lualaba. Je suis venu présenter les civilités à son Excellence Madame le Gouverneur. Et Madame le Gouverneur nous a dit qu'il y a déjà l'auditorat qui est en construction et que très prochainement la cour d'appel sera aussi construite. Mais d'ores et déjà, en attendant, nous avons reçu une promesse qui nous a réjouis. Elle nous a promis que le bâtiment existant sera réfectionné très prochainement.
Et c'est déjà une très bonne chose. Ceci est le début d'une collaboration entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif provincial pour doter la province d'une justice moderne et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, dans les secteurs de Bapéré, territoire des Lubero, au nord Kivu, les groupes Wazalendo sont accusés par la société civile locale d'avoir pris le contrôle de plusieurs zones minières après en avoir chassé les combattants ADF. Ils seraient désormais impliqués dans l'exploitation et les commerces de minerais ainsi que dans la perception de taxes en dehors du cadre légal, une situation qui inquiète les acteurs locaux et menace les activités des exploitants miniers légalement établis. Fulgence Milaye pour le détail. Engagés aux côtés des forces loyalistes dans les opérations contre les forces démocratiques alliées ADF, certains groupes Wazalendo sont aujourd'hui accusés de s'être progressivement éloignés de leur mission sécuritaire pour exercer une influence sur les zones minières reprises aux groupes armés. Cette présence ne se limiterait plus au contrôle territorial. La société civile locale fait état d'une implication croissante de certains combattants dans les activités économiques liées aux ressources minières. Selon Samuel Kaheni, président de la société civile de la place, dans les territoires des Bapéré, des miliciens se seraient installés dans plusieurs sites miniers après les avoir conquis. Oui, ils se sont installés dans ces sites miniers après avoir conquis ces derniers. Selon les informations de notre possession, ils sont en train d'exploiter le minerai. Ils y amènent leurs marchandises et perçoivent même de taxes. Certaines coopératives se verraient désormais limitées dans leur accès aux zones d'exploitation contrôlées par les groupes armés. Cette situation pourrait ainsi favoriser les circuits informels au détriment des acteurs du secteur formel. Nous pensons que ces miliciens doivent être sensibilisés sur la loi minière. Il est vrai qu'ils sont chassés par les ADF, mais c'est important aussi que la loi se fasse respecter dans sa lettre. Pour les acteurs locaux, le défi désormais est d'éviter que la reprise des territoires occupés par les ADF ne se transforme en une nouvelle forme de contrôle des ressources minières. L'enjeu est de restaurer à la fois l'autorité de l'État, la sécurité des zones d'exploitation et le respect du cadre légal afin que les ressources du Bapéré bénéficient aux communautés et contribuent aux recettes publiques. Et pour terminer, un rapport accablant et alarmant de l'exploitation illégale de l'or dans les territoires des Luisa dans la province du Kasaï central. C'est les collectifs des journalistes d'investigation de cette province qui l'a donc publié. Il révèle la présence de plusieurs entreprises, sites et coopératives minières opérant illégalement sur le territoire. Cette structure des professionnels de médias sollicite entre autres une enquête sérieuse et indépendante de services judiciaires de l'État congolais et la publication de recettes minières générées par Luisa ainsi que leur destination. Les condensés de ces rapports présentés ici en duplex par Jeff Mbouyi, président de ces collectifs. Notre enquête révèle une réalité préoccupante. À Luisa, l'exploitation de l'or fonctionne dans plusieurs zones en dehors du contrôle normal de l'État, avec des soupçons documentés, des trafics d'influence, des corruptions, d'utilisation des documents irréguliers et des détournements potentiels des recettes minières. Oxor Capital, c'est la première entreprise qui exploite l'or à Luisa. Une entreprise au centre de plusieurs constats. Notre enquête a notamment porté sur les activités de Oxor Capital. À Kayembe, l'un des groupements du territoire de Luisa bien entendu, nous avons retrouvé des équipements lourds attribués à cette entreprise. La question de la légalité de ces activités doit désormais recevoir une réponse officielle et documentée. La deuxième entreprise s'appelle Chachem, une exploitation aurifère sans documents légaux présentés. À Sakaji, notre enquête a identifié la société Chachem. Sur les sites, 2 dragues de grande capacité, un groupe électrogène industriel, 2 motopompes de grande capacité, une pompe Suez et des tamis professionnels ont été recensés. Les exploitants présents sur les sites n'ont pas présenté des titres d'exploitation valides aux enquêteurs.
La population locale continue donc de vivre à proximité d'une activité minière importante sans bénéficier de manière proportionnelle des retombées promises. Troisième entreprise, Recopan. Des documents existent, mais les questions restent entières. En Bangu, l'un des groupements toujours du territoire de Luisa, nous avons identifié la société Recopan, également mentionnée dans les documents sous l'appellation Recopan RDC et Sahel. Cette journée est complètement terminée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.